Une belle mélodie, avec une note finale glaçante. Bienvenue dans Dossier Mystère, je suis votre animateur Étienne. D'où regardez-vous? Vos messages donnent plus de sens à chaque mystère. Plongeons-nous dans l'histoire. C'était l'un de ces après-midi de fin d'été qui semblaient réservés aux loisirs et au bavardage sans importance. Le jardin du manoir de Madame Lavinia Gresham était vivant du bourdonnement des conversations, du tintement des tasses de thé et du doux parfum des roses qui flottaient dans l'air calme et chaud. Une brume dorée enveloppait le petit village de Chipping Moss et ses habitants s'étaient rassemblés en masse à la fête de charité annuelle de Madame Gresham, apparemment pour soutenir les fonds de l'hôpital, mais en réalité pour avoir l'occasion de bavarder librement à l'ombre des ormes centenaires. Miss Marple, vêtue d'une robe lilas et d'un chapeau orné d'un brin de lavande fané, était assise près de la table à tréteaux où les scones faits maison et les confitures de fraises s'épuisaient rapidement. Elle sirota son thé faible et écouta avec une apparente distraction Madame Bambury Scott, qui dénonçait la qualité inférieure des génoises modernes. Au centre de la pelouse, une petite scène avait été installée, ornée de banderoles. C'est ici que devait se produire M. Adrian Beaufort, l'ajout le plus récent et le plus exotique du village. Violoniste réputé, désormais retraité des grandes scènes de Londres, il avait acheté le Primrose Cottage délabré 6 mois auparavant, affirmant qu'il cherchait la paix et l'inspiration parmi les gens les plus simples. La foule se tut lorsque M. Beaufort apparut, violon à la main. Il avait une silhouette saisissante, grand, mince, avec des cheveux noirs grisonnants, et un profil pointu qui suggérait l'intensité plutôt que le charme. Sa réputation de musicien était déjà égalée dans le village par des spéculations, chuchotées sur son attitude distante, ses promenades nocturnes, et plus scandaleusement, son penchant apparent pour la compagnie de la fille mariée de Madame Gresham et de la nièce du vicaire, un arrangement qui a alimenté de nombreuses discussions animées à l'heure du thé. Adrian Beaufort porta le violon à son menton, et pendant un instant, un silence d'attente tomba sur l'assemblée. Puis les premières notes flottèrent dans l'air, lugubres, exquises, presque douloureuses dans leur beauté. Miss Marple regardait, ses yeux bleu pâle perçant derrière les verres épais de ses lunettes. Quelque chose dans le jeu de l'homme, l'intensité, l'émotion réprimée, lui parut profondément triste, voire désespérée. À mi-parcours de la représentation, alors que Beaufort se lançait dans une interprétation passionnée de l'œuvre de Massenet Méditation, un claquement aigu et discordant retentit. Au début, cela ressemblait simplement à une corde cassée. Le violon tomba de ses mains alors qu'il avançait en titubant, haletant. Puis il s'est complètement effondré, étalé sans élégance sur la scène. L'espace d'un instant, la foule est restée figée. Madame Bambury Scott, la bouche ouverte au milieu d'une phrase, le vicaire à moitié en train de remettre à quelqu'un un sandwich au concombre. Ce fut Madame Gresham qui récupéra la première, criant et se précipitant en avant, ses jupes flottant autour d'elle. Le docteur Lionel Hartwell, qui se tenait au bord de la pelouse, a traversé les villageois rassemblés et s'est agenouillé à côté de l'homme frappé. Son expression s'assombrit immédiatement. Au bout de quelques instants, il se releva, le visage grave. « J'ai peur », dit-il lourdement. « Monsieur Beaufort est mort. » Un halètement audible parcourut les invités rassemblés. Quelqu'un a laissé tomber une tasse de thé, la délicate porcelaine se brisant sur les pavés. Quelques-unes des jeunes dames se serrèrent les unes contre les autres de manière théâtrale, tandis que les matrones plus âgées échangèrent des regards aigus et entendus. « Cœur, j'imagine », murmura Madame Bambury Scott avec autorité, s'installant clairement dans le rôle d'un commentateur expert. Pauvre homme, toute cette excitation, et à son âge. Mais Miss Marple, qui restait assise, les mains soigneusement croisées sur ses genoux, fronça légèrement les sourcils. Elle avait vu la main de M. Beaufort s'agripper à son cou, pas à sa poitrine. Et il y avait eu autre chose, quelque chose de très étrange, dans l'expression de son visage à ce dernier moment. Pas la douleur soudaine d'une crise cardiaque,
mais quelque chose de plus proche de la terreur et de la trahison. De l'autre côté du jardin, une petite silhouette se séparait de l'ombre par le treillis de rose. Une jeune fille vêtue d'une robe vert pâle, parfaitement immobile. C'était Lorna Hastings, la nièce du vicaire, le visage décoloré. Miss Marple remarqua ce détail, tout comme elle remarqua l'absence particulière de M. Daniel Cray, l'avocat local, qu'on avait vu parler sérieusement avec Beaufort ce matin-là. Seulement, et elle remarqua aussi mentalement la façon dont la fille mariée de Madame Gresham, Evelyne Ménard, se tenait légèrement à l'écart des autres, ses mains tordant le mouchoir en dentelle dans de petits mouvements nerveux et violents. « Cher moi, dit à voix haute Miss Marple, en posant sa tasse de thé vide avec un soin infini. Comme c'est gênant. Et alors que les villageois commençaient à se regrouper en groupes murmurants, leur voix s'élevant dans une cacophonie de spéculations sauvages, elle resta assise très immobile, son esprit commençant déjà son travail calme et inexorable, dénouant les minces fils du motif, de l'opportunité et de la tromperie. Ce n'était pas une mort simple, elle en était certaine. Quelque part dans l'air parfumé et bavard de la fête, sous les gants de dentelle et les sourires polis, jouait une mélodie bien plus sombre, et c'était à Miss Marple d'entendre ses vraies notes. Le soir venu, la nouvelle de la mort, dramatique d'Adrian Beaufort, avait parcouru Chipping Moss de long en large, à une vitesse qui aurait étonné même le central téléphonique le plus moderne. Dans le salon douillet du Three Crows Inn, au-dessus des tables polies tachées par des années de chopes de bière, les spéculations tourbillonnaient aussi épaisses que la fumée de la pipe. « Je l'ai dit, n'est-ce pas ?» proclama M. Edgar. Price, le boucher du village, en s'appuyant lourdement sur le bar. C'était un drôle de type, ce Beaufort. La musique, c'est bien beau. Mais un homme qui se promène au clair de lune et qui parle plus aux chats qu'aux chrétiens, eh bien, ce n'est pas naturel, n'est-ce pas? Derrière lui, Madame Amelia Longstaff, la maîtresse de poste, hocha vigoureusement la tête. Remarquez bien, c'est un jugement. Vous ne pouvez pas continuer avec 2 femmes, et la nièce d'un vicaire, rien de moins, et ne pas vous attendre à des représailles d'en haut. Pendant ce temps, au presbytère, une scène d'un autre genre se déroulait. Le révérend Hastings arpentait le salon, se tordant les mains tandis que Lorna était assise rigidement sur le canapé, sa robe verte froissée et molle. Ses yeux écarquillés et effrayés ne regardaient rien. « Ma chérie, » murmura le vicaire, « je vous assure que personne ne pourrait soupçonner. »« Ah, mais ils le feront, » murmura Lorna. « Vous savez qu'ils le feront. Ils ont vu combien de fois ils me parlaient. Ils pensaient tous. » Elle s'interrompit, pressant une main tremblante contre sa bouche. Miss Marple, invitée par « Le vicaire a apporté sa présence apaisante », était assise discrètement dans un coin, ses aiguilles à tricoter claquant doucement. Elle ne dit rien, pas encore, mais son esprit vif élimina l'hystérie de la jeune fille, les paroles rassurantes balbutiées du vicaire et l'air coupable qui pesait lourd dans la pièce. Dehors, les villageois s'attardaient sur le pas des portes et se penchaient par-dessus les haies, leur voix basse mais enthousiaste. Madame Banbury Scott tenait la cour devant un groupe de dames près des grilles en fer du cimetière. « C'est terriblement triste, bien sûr, » dit-elle avec l'air de quelqu'un pour qui la tristesse était une occupation satisfaisante. Mais ce n'est pas tout à fait surprenant. J'ai toujours trouvé sa manière trop intense. Vous savez ce qu'on dit des artistes, sujets aux accès de mélancolie et aux passions sauvages. Madame Clegg, dont le mari était membre du conseil paroissial, s'est penchée de manière conspiratrice. Le docteur Hartwell a dit « Et vous ne devez pas le répéter, bien ». Sûr qu'il n'y avait aucun signe d'insuffisance cardiaque. Aucun signe du tout. Il a dit qu'il n'avait jamais vu de spasme aussi particulier chez un homme de la santé de Beaufort. Cette déclaration a suscité un délicieux petit frisson de la part du groupe. C'était une chose de mourir subitement,
C'en était une autre si la mort tombait sous le coup inhabituelle circonstance. De retour au manoir de Madame Gresham, la maîtresse de maison était assise avec raideur dans son salon, sirotant un petit verre de sherry. Sa fille, Evelyne Ménard, se déplaçait sans relâche dans la pièce, faisant semblant de redresser les coussins et de s'inquiéter de l'emplacement d'un vase. « Mère, dit-elle enfin, pensez-vous que ça pourrait être du poison ?» Madame Gresham renifla avec dédain. « C'est absurde. Les hommes de son tempérament souffrent souvent d'effondrement. Et même si c'était le cas, il ne faut pas se livrer à des ragots inutiles. C'est inconvenant. »« Mais s'il y a une enquête, dit Evelyne, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, ne poseront-ils pas de questions ?» La main de Madame Gresham se resserra sur son verre de sherry. « Nous ne dirons rien à moins qu'on nous le demande. Comprenez-vous » Dans le salon calme de son propre cottage, Miss Marple posa son tricot et s'autorisa un petit soupir pensif. Elle savait que le village réagirait ainsi. Le scandale aiguisait leurs sens et émoussait leurs scrupules. Déjà, des camps se formaient, ceux qui jetaient des regards soupçonneux sur le presbytère, ceux qui chuchotaient sombrement sur les relations d'Evelyne Ménard avec le mort, et même ceux qui laissaient entendre que Daniel Cray, l'avocat, aurait pu nourrir des ressentiments d'une nature plus financière. Il serait trop facile, pensa Miss Marple, pour la police de s'attaquer au suspect le plus pratique. Une fille hystérique, un amant jaloux, une connaissance éconduite. Mais le meurtre, si tant est qu'il était meurtre, était rarement aussi simple. Le vrai mal, d'après son expérience, arborait un sourire agréable et savait précisément quand tenir sa langue. Un léger coup à sa porte interrompit ses pensées. Il s'agissait du sergent Tom Blake, un jeune homme solide et fiable, aux cheveux blonds et à l'expression perpétuellement préoccupée. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il en tirant sur sa casquette. « Désolé de vous déranger, mais l'inspecteur Craddock m'a demandé de vous le faire savoir. Il y aura une enquête demain matin. » À la salle paroissiale. Les résultats de l'autopsie arrivent de l'hôpital en premier. Les yeux de Miss Marple pétillèrent doucement. « Merci, sergent. Je ne manquerai pas d'y assister. » Alors que Blake se tournait pour partir, il hésita. « Si cela ne vous dérange pas que je le dise, mademoiselle, il y a quelque chose d'étrange. » Là-dedans, le médecin, le docteur Hartwell, dit qu'il n'est pas content de la façon dont l'homme s'est comporté. Il a dit qu'il avait vu quelque chose autour des lèvres de M. Beaufort, une sorte de tache. « Une tache ?» répéta doucement Miss Marple. « Oui, mademoiselle, cela pourrait signifier un empoisonnement. Ce n'est pas votre type habituel non plus. Quelque chose de rare. » Miss Marple sourit faiblement, comme s'il lui avait simplement dit que le temps pourrait changer demain. « Comme c'est intéressant, » murmura-t-elle. Une fois le sergent Blake parti, elle retourna à son fauteuil, les pensées plus alertes que jamais. Du poison, n'est-ce pas? Et quelque chose d'assez rare, en plus. Cela s'annonçait comme une affaire des plus fascinantes. Dans tout le village, les lampes se sont éteintes et les bavardages se sont transformés en chuchotements. Mais derrière chaque porte fermée, derrière chaque voilage, la même pensée inquiète persistait. Quelqu'un à Chipping Moss avait assassiné Adrian Beaufort, et quelqu'un, peut-être quelqu'un que personne ne soupçonnerait jamais, avait de bonnes raisons de le faire. Le lendemain matin se leva gris et frais, le soleil vif de la veille caché derrière un écheveau de brume. Cela semblait en quelque sorte approprié, pensa Miss Marple, alors qu'elle attachait son bonnet avec précaution et se préparait à assister à l'enquête à la salle paroissiale. La mort, surtout si elle n'est pas naturelle, avait tendance à projeter de longues ombres dans des endroits comme Chipping Moss. La salle paroissiale, habituellement utilisée pour les fêtes de village et les théâtres amateurs, avait été réaménagée à la hâte pour l'occasion. Des chaises pliantes avaient été alignées en rangées strictes et une lourde table dressée à l'avant. Présidée par l'inspecteur Craddock, le docteur Hartwell et le magistrat du village. Les villageois entraient, vêtus de couleurs sombres mais crépitant d'excitation réprimée.
Miss Marple s'assit tranquillement près du fond, son attitude discrète lui permettant d'être négligée par la plupart. L'inspecteur Craddock, un homme sensé et stable que Miss Marple respectait, s'est levé et s'est adressé à l'Assemblée. Le décès de M. Adrian Beaufort est survenu hier après-midi lors d'une représentation publique, a-t-il commencé. Les observations préliminaires suggèrent un effondrement soudain. Cependant, l'examen médical a révélé des traces d'une substance toxique, l'aconitine. Une ondulation de halètement parcourut la salle. Miss Marple restait immobile. Aconitine, un poison mortel, dérivé de la plante monastique. Rare, difficile à retracer et extrêmement mortel même à petite dose. Elle se souvenait qu'il avait déjà été utilisé une fois, il y a longtemps, dans une affaire où une sœur jalouse avait empoisonné le vin de son frère. L'espèce Monkshood poussait facilement dans les jardins des cottages, mais peu de villageois connaissaient son plein et terrible potentiel. L'inspecteur Craddock a poursuivi « Il semble que le poison ait été administré peu de temps avant. Que M. Beaufort ne commence son intervention. Nous enquêtons sur les moyens précis. Jusqu'à nouvel ordre, je dois demander que personne ne quitte Chipping Moss. » Il y eut un murmure bas et inquiet. L'enquête elle-même a été brève. Le docteur Hartwell a confirmé les résultats en décrivant les symptômes. Convulsions, collapsus rapide et taches révélatrices sur les lèvres et le bout des doigts. Aucune blessure extérieure, aucun signe de détresse cardiaque. Un à un, les témoins furent appelés pour raconter les événements de la fête. Madame Banbury-Scott fut la première, et elle se lança avec délectation dans un récit détaillé de la performance, mettant l'accent sur l'attitude mélancolique de la victime et son expression sauvage, presque contre nature. D'autres suivirent, M. Price, Mme Longstaff et même la jeune Molly Tibbins qui servait le thé près de la table à tréteaux. Personne, semble-t-il, n'avait rien vu d'inhabituel, bien que plusieurs aient émis des opinions sur le caractère de Beaufort allant de très nerveux à secret. Lorsque Lorna Hastings a été appelée, un silence tendu s'est installé dans la pièce. La silhouette légère de la jeune fille semblait rétrécir sous le poids de tant d'yeux fixes. Sa voix était à peine audible. « J'ai vu M. Beaufort plus tôt dans l'après-midi, » dit-elle, les mains se tordant sur ses genoux. « Il était gentil. Il a dit qu'il me dédierait cette pièce. » Il y eut une inspiration collective, un subtil changement de sympathie et de suspicion. Miss Marple surveillait Lorna de près. La jeune fille était véritablement bouleversée, c'était clair. Mais il y avait aussi une note curieuse dans sa voix, un mélange de peur et de culpabilité. Pas la culpabilité d'un meurtrier, pensa Miss Marple, mais peut-être la culpabilité d'un cœur insensé. Un cœur qui craignait plus le scandale que la justice. Ensuite, Evelyn Maynard a donné son témoignage, debout raide devant. Ses joues étaient pâles, mais sa mâchoire était serrée. « J'ai parlé avec M. Beaufort dans la matinée, » a-t-elle déclaré. « Il semblait déstabilisé, distrait. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, mais il a ignoré. » L'inspecteur Craddock se pencha en avant. « Est-ce que M. Beaufort a évoqué des menaces ou des disputes ?» Evelyn hésita. « Non, rien de direct. » Indirectement, alors ? Une autre pause, plus longue cette fois. Il a dit que certaines personnes lui en voulaient d'être ici, que tout le monde n'était pas aussi accueillant qu'il y paraissait. Un doux murmure de spéculation bruissait dans la salle comme des feuilles sèches. L'inspecteur Craddock a pris des notes minutieuses. « Merci, Madame Maynard. » Alors qu'Evelyn descendait, Miss Marple observa les regards échangés entre les villageois. Des accusations se formaient déjà, tacites, mais dangereusement proches de la surface. Finalement, Daniel Cray, l'avocat, fut appelé. Homme trapu aux cheveux grisonnants et au froncement de sourcils perpétuel, il parlait d'une manière nette. « J'avais des affaires avec M. Beaufort, » a-t-il déclaré. « Il m'a contacté pour rédiger un Nouveau Testament, uniquement des discussions préliminaires. » Les sourcils de l'inspecteur Craddock se haussèrent. « Un Nouveau Testament ?»
Oui, il a mentionné n'avoir pas de famille immédiate, et il souhaitait léguer sa succession à un bénéficiaire particulier. Et a-t-il nommé ce bénéficiaire? Cray hésita, juste une fraction de trop. Je crains qu'il n'ait rien finalisé, a-t-il déclaré. Il semblait incertain. Miss Marple, tricotant silencieusement dans le dos, crut déceler un mensonge. Ou peut-être pas un mensonge, mais une omission délibérée. Cray en savait plus qu'il ne disait. L'enquête a été ajournée dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Alors que les villageois s'éloignaient, la voix basse et anxieuse, Miss Marple resta assise un moment, ses aiguilles immobiles sur ses genoux. Aconitine. Un Nouveau Testament. Plusieurs bénéficiaires possibles, enchevêtrement romantique, et un spectacle présenté, littéralement, devant tout le village. Un plan se dessinait dans son esprit, nébuleux mais insistant. Si elle pouvait comprendre les véritables relations qui se cachent derrière les sourires polis, les griefs enfouis sous les salutations amicales, alors le meurtrier ne resterait pas longtemps caché. À l'extérieur de la salle paroissiale, Miss Marple se retrouva saluée par Madame Banbury Scott. « C'est très choquant, n'est-ce pas ?» s'exclama la femme plus âgée. « Mais entre vous et moi, chère Miss Marple, c'est très clair. Cette petite fille d'Hastings, envahie par la passion. Ces jeunes gens, aucun sens des proportions. Peut-être, dit doucement Miss Marple, même si j'ai découvert que la passion est plus souvent une excuse que la véritable cause. » Madame Banbury Scott cligna des yeux, visiblement déconcertée. Miss Marple lui souhaita gentiment une bonne journée et se dirigea vers Primrose Cottage. Il était temps, pensa-t-elle, de rendre visite à la résidence de feu Monsieur Beaufort. Les gens ont laissé des traces, non seulement dans leurs paroles et leurs actions, mais aussi dans les espaces qu'ils habitaient, au fur et à mesure qu'elles marchaient. La brume s'épaississait, adoucissant les contours du village. Il semblait à Miss Marple que Chipping Moss retenait son souffle, attendait, craignait et se cachait, mais le village ne pouvait pas se cacher d'elle pour toujours. Devant le joli portail blanc de Primrose Cottage, elle s'arrêta. Le cottage était silencieux, ses fenêtres vides et peu accueillantes. Pourtant, elle avait le sentiment étrange d'être observée. Miss Marple sourit intérieurement. Un excellent signe. Les meurtriers, pensa-t-elle, craignaient toujours plus le silence que le bruit. Elle redressa les épaules et poussa le portail. Il était temps de commencer sérieusement son enquête. Primrose Cottage se trouvait dans une petite clairière. Ses murs blanchis à la chaux et son jardin soigné lui conféraient un air de vie domestique innocente qui semblait maintenant étrangement faux. Miss Marple s'arrêta pour ajuster ses gants avant de frapper légèrement à la porte bleue patinée. Ce fut le sergent Blake qui répondit, casquette à la main et l'air légèrement embarrassé. « Bonjour, Miss Marple. L'inspecteur Craddock m'a demandé de sécuriser les lieux, » expliqua-t-il. « Nous examinons les affaires de Monsieur Beaufort. Vous pouvez y jeter un œil, officieusement, bien sûr, » a-t-il ajouté, avec un petit sourire conspirateur. « Merci, sergent. Je détesterais déranger quoi que ce soit, » répondit Miss Marple avec sa douceur habituelle. « Mais parfois, vous savez, de petites choses, des choses facilement négligées, peuvent être très révélatrices. » À l'intérieur, le chalet était meublé avec simplicité, mais avec goût. Un piano à queue dominait le petit salon, sa surface jonchée de partitions. L'air sentait légèrement le vernis et les vieux livres. Miss Marple errait légèrement dans la pièce, ses yeux perçants ne manquant de rien. Sur le bureau gisait une liasse de correspondances, attachée à la hâte avec de la ficelle, et une seule lettre ouverte. Elle le regarda sans y toucher. « Cher Monsieur Beaufort, je dois insister pour que vous cessiez immédiatement vos attentions. Si vous persistez, il y aura des conséquences que vous regretterez. » La signature était illisible, un simple « R » griffonné. « Très intéressant, » pensa Miss Marple. Le sergent Blake apparut à son côté. « J'ai trouvé ça aussi, mademoiselle, » dit-il en brandissant une petite fiole. « Vide ?»
Mais il est étiqueté Digitalis. Médecine cardiaque, songea Miss Marple, même si la digitaline peut aussi être utilisée à mauvais escient. Mais l'aconitine est différente, non? Demanda Blake en fronçant les sourcils. Très différent, dit Miss Marple en s'autorisant un petit sourire. L'aconitine n'aurait pas été prescrite par hasard par un médecin réputé. Non, sergent. Je crains que nous recherchions quelqu'un ayant une connaissance spécifique de ses propriétés. En bas, quittant le cottage, Miss Marple se dit qu'une poignée de possibilités avait déjà commencé à émerger. 3, pour être précis, 3 personnes avec de fortes motivations et la possibilité d'administrer une dose discrète de poison. Le premier était Lorna Hastings, la nièce du vicaire, délicate et impressionnable. Si Beaufort avait effectivement fait des avances inappropriées, ou pire, s'il l'avait humiliée publiquement, la honte et la peur auraient pu la pousser à prendre des mesures désespérées. La lettre sur le bureau, menaçant de conséquences, aurait facilement pu être écrite par une jeune femme terrifiée essayant de se défendre. Pourtant, Miss Marple hésitait. Lorna, malgré toute son émotion, ne lui paraissait pas une tueuse. La seconde était Evelyn Ménard. La fille de Madame Gresham faisait depuis longtemps l'objet de ragots dans le village, trop proche de Beaufort, trop secrète sur ses malheurs, dans son mariage. La jalousie, la trahison et la peur pour son statut social auraient pu motiver un acte irréfléchi. Avait-elle appris que Beaufort avait l'intention de nommer quelqu'un d'autre, peut-être Lorna, comme héritier dans son testament? Ce serait un mobile assez sombre pour un meurtre. Et enfin, il y avait Daniel Cray, l'avocat. L'argent était un motif aussi vieux que Caïn. Si le testament de Beaufort avait menacé le contrôle de Cray sur certaines propriétés du village, ou si Cray avait espéré obtenir lui-même un héritage, il était tout à fait plausible qu'il puisse agir pour protéger ses intérêts. Miss Marple revint au village, l'esprit rempli de conjectures silencieuses. Le soleil avait enfin percé la brume, mais l'atmosphère restait inquiétante. Les gens parlaient à voix basse, les yeux brillant nerveusement. La peur marchait ouvertement dans Chipping Moss. Au Three Crows Inn, elle trouva l'inspecteur Craddock en pleine conversation avec le docteur Hartwell autour de tasses fumantes de thé fort. À son arrivée, Craddock se leva, lui faisant signe de les rejoindre. « Miss Marple, dit-il chaleureusement, j'espérais vous voir. Des impressions ?»« Seulement des impressions, dit modestement Miss Marple en s'asseyant. Mais je me demande, inspecteur, avez-vous réfléchi à qui avait accès à M. Beaufort immédiatement avant la représentation ?» Craddock hocha la tête. « Nous réduisons ce chiffre. Le personnel de Madame Gresham a préparé des rafraîchissements. Aucune falsification évidente n'a été trouvée. Seules quelques personnes ont parlé en privé avec Beaufort peu de temps avant qu'il ne monte sur scène. Et qui était-il? Madame Evelyn Ménard, Lorna Hastings et Daniel Cray. Miss Marple sirota son thé. Alors nous réfléchissons dans le même sens. Le docteur Hartwell se pencha en avant. Vous pensez à un empoisonnement délibéré, pas à une ingestion accidentelle? Oh oui, dit Miss Marple, tout à fait délibéré. L'aconitine n'est pas quelque chose que l'on rencontre par hasard. Craddock soupira. Le problème est de le prouver. Moyens, motifs, opportunités. Nous avons besoin des 3. Parfois, dit doucement Miss Marple, il suffit d'écouter très attentivement ce que les gens disent, et plus important encore, ce qu'ils ne disent pas. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple mena ses propres enquêtes subtiles. Au domaine Gresham, Evelyn la reçut avec une hospitalité fragile. Autour du thé servi dans de fragiles tasses en porcelaine, les mains d'Evelyn tremblèrent, minutieusement. « Je suppose que vous êtes venu poser des questions sur Adrian, » dit-elle brusquement. « Pas du tout, chérie, » dit Miss Marple en tricotant sereinement. « Je pensais simplement qu'un peu de compagnie serait la bienvenue. Une tragédie peut être très solitaire. » Quelque chose dans l'expression d'Evelyn s'adoucit, puis se durcit à nouveau, comme si une bataille privée se déroulait derrière ses yeux. « Vous savez, Miss Marple, dit-elle soudainement, Adrian n'était pas ce qu'il semblait. Il pouvait être cruel.
En effet, Evelyn hésita. Il aimait faire tomber les gens amoureux de lui. Ensuite, il les jetait, comme s'ils n'étaient pas plus importants qu'une corde cassée de son violon. Une métaphore effrayante, pensa Miss Marple, et qui en dit long. Plus tard encore, elle rendit visite au révérend Hastings au presbytère. Le vicaire était troublé, visiblement épuisé par les événements de la dernière journée. « Lorna s'est couchée », s'excusa-t-il. « Elle est très désemparée. Je ne peux tout simplement pas imaginer qu'elle puisse être impliquée. » « Bien sûr que non, dit Miss Marple d'un ton apaisant. Mais les jeunes, surtout lorsqu'ils ont peur, peuvent se comporter de manière imprévisible. » Le vicaire se tordit les mains. Elle l'aimait terriblement, Miss Marple, mais quand il a commencé à favoriser les autres, elle s'est retirée. Je pense qu'elle a eu le cœur brisé et humilié. Des émotions dangereuses, réfléchit Miss Marple. Finalement, elle rencontra Daniel Cray sortant de son bureau de High Street. Il leva son chapeau avec l'air d'un homme assiégé. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il d'un ton bourru. « Vous êtes sans doute au courant des dernières nouvelles. Tout le monde est convaincu qu'il s'agit d'un meurtre. Je pense qu'il est sage de garder l'esprit ouvert, » a déclaré Miss Marple. « Dites-moi, Monsieur Cray, vous avez discuté du testament de Monsieur Beaufort avec lui. Avait-il l'air inquiet? » « Inquiet ?» Cray eut un rire sans humour. Il était terrifié. Non pas qu'il l'ait montré à tout le monde, mais il s'est confié à moi. Il pensait que quelqu'un voulait lui faire du mal. « Comme c'est très alarmant, » murmura Miss Marple. « Est-ce qu'il a dit qui ?» Cray hésita. « Non, juste qu'il ne faisait pas confiance à certaines personnes. » Miss Marple hocha poliment la tête et lui souhaita le bonjour. Mais à l'intérieur, son esprit s'emballait. Peur, trahison, jalousie, cupidité, tout cela s'est étroitement enroulé autour de la mort d'Adrian Beaufort. Et plus elle écoutait, plus elle devenait convaincue. La vérité ne résidait pas dans les paroles prononcées, mais dans les omissions prudentes, dans ce qui n'était pas étant dit. Elle rentra chez elle, alors que le crépuscule s'approchait. Le long des ruelles, l'air se refroidissant brusquement. Près de son foyer, elle reprit son tricot, le claquement rythmé des aiguilles apaisant, mais ses pensées tout sauf tranquilles. 3 suspects, 3 motifs enchevêtrés, mais un seul meurtrier. Et bientôt, pensa Miss Marple, il commettrait une erreur, une petite erreur humaine, qu'aucun poison ni mensonge ne pourrait dissimuler. Elle serait prête. Le lendemain matin, l'air était cassant et glacial, malgré le calendrier estival persistant. Miss Marple, toujours lève-tôt, s'est enveloppée dans un châle et a emmené sa tenue habituelle dans le village. La fraîcheur du temps semblait avoir aiguisé les nerfs des villageois. Ils se déplaçaient avec des mots coupés et des regards détournés, comme des acteurs craignant de rater un signal dans un sombre spectacle. En passant dans l'allée menant à Primrose Cottage, l'attention de Miss Marple fut attirée par une silhouette accroupie près de la porte du jardin. La jeune Molly Tibbins, la femme de ménage de la maison de Madame Gresham. Elle fouillait la terre avec un bâton, le front plissé. « Bonjour, Molly », dit agréablement Miss Marple. Molly sursauta et laissa tomber le bâton en toute hâte. « Bonjour, Miss Marple », balbutia-t-elle en rougissant. Les yeux de Miss Marple pétillèrent, mais son ton était doux. « Je trouve souvent très apaisant de fouiller dans le sol. On ne sait jamais quels petits trésors on peut y découvrir. » Molly fut un rire nerveux. « Je ne faisais aucun mal, mademoiselle. Je pensais juste que je trouverais peut-être le médaillon. »« Le médaillon ?»« Oui, mademoiselle. Monsieur Beaufort portait un petit médaillon en or sur une chaîne. Je l'ai vu quand il jouait, brillant contre sa chemise. Mais le docteur Hartwell a dit qu'il n'y avait rien de tel sur lui quand il est décédé. » L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais intérieurement, elle dressa l'oreille. Un médaillon manquant. Dans un cas où le motif et l'opportunité s'entremêlent comme des ronces, un élément manquant pourrait s'avérer très important. « Merci, Molly.
Vous êtes une jeune femme très observatrice, dit-elle gentiment. Je suis sûr que l'inspecteur Craddock serait intéressé d'en entendre parler. Le visage de Molly tomba. « Oh, s'il vous plaît, ne lui dites pas que j'ai dit quoi que ce soit, mademoiselle. J'aurais des ennuis si je fouinais. Je serai la discrétion même, » a promis Miss Marple. Elle continua son chemin, son esprit bourdonnant encore plus vite. Pourquoi le médaillon avait-il disparu? Et, plus intrigant, que pouvait-il contenir? Au Three Crows Inn, elle trouva l'inspecteur, Craddock en train de prendre une deuxième tasse de thé et l'air nettement fatigué. Il se leva lorsqu'elle entra. « Miss Marple, avez-vous découvert quelque chose ?»« C'est juste une petite chose, » dit-elle modestement en s'installant sur une chaise. « Il semble que M. Beaufort portait un médaillon le jour de sa mort et qu'il a désormais disparu. » Craddock fronça les sourcils. « Un médaillon? Oui, la jeune Molly Tibbins l'a remarqué. Un petit médaillon doré, bien visible sur le devant de sa chemise. » Les yeux de l'inspecteur se plissèrent pensivement. « Intéressant. S'il l'avait porté si ouvertement, il ne serait pas passé inaperçu. Quelqu'un a dû le prendre, soit pendant l'agitation qui a suivi son effondrement, soit avant. » « Exactement, » dit Miss Marple. « Et cela soulève la question, qu'y avait-il à l'intérieur ?» Craddock se rassit, tapotant ses doigts sur la table. « Une miniature, peut-être, ou une photographie, quelque chose d'assez personnel, ou d'assez incriminant, pour que quelqu'un puisse le voler. » Miss Marple hocha la tête. « Je me demande, inspecteur, s'il ne serait pas utile de s'enquérir de ces affaires. Peut-être a-t-il été fait mention du médaillon dans la correspondance, ou parmi les villageois, quelqu'un l'aurait peut-être vu de plus près. » Craddock a accepté et a promis que le sergent Blake examinerait à nouveau Primrose Cottage, en accordant une attention particulière à tout ce qui concernait le médaillon. Pendant ce temps, Miss Marple tournait son attention vers des questions plus délicates. Tout d'abord, elle a rendu visite à Madame Gresham sous prétexte de discuter de la prochaine fête des récoltes. « Oh, Miss Marple, n'est-ce pas ?» dit Madame Gresham avec un soupir, acceptant un sherry à 10h30 sans sourciller. Après des événements aussi terribles, il semble presque indécent de penser à des festivités. Parfois, dit doucement Miss Marple, un village doit continuer, ne serait-ce que pour éviter que la peur ne s'installe trop profondément. Que Madame Gresham pinça les lèvres. Eh bien, je suppose. Mais honnêtement, après cette affaire avec M. Beaufort, un homme horrible, il est difficile de susciter beaucoup d'enthousiasme. Alors tu l'as trouvé désagréable? Madame Gresham hésita. Pas au début. Il était charmant. Trop charmant. Toujours en train de flirter. Et pas seulement avec les jeunes filles, remarquez. Et après, eh bien, on entend des choses. Telles que, Madame Gresham renifla, qu'il envisageait de se marier. Des fiançailles secrètes, disait un certain. Je n'ai jamais su qui était censée être cette malheureuse fille. Probablement une de ces jeunes idiotes qui se sont jetées sur lui. Miss Marple sirota pensivement son chéri. Des fiançailles secrètes. Cela pourrait expliquer un motif plus sombre que la jalousie. La peur du scandale. La peur d'être exposé. La peur de la perte. Son prochain arrêt était le presbytère. Le révérend Hastings l'accueillit avec une pâle gratitude. « J'ai bien peur que Lorna ne reçoive pas de visiteurs, » a-t-il déclaré. « Elle est toujours très angoissée. »« Je comprends très bien, » dit Miss Marple. « J'espérais simplement vous poser une petite question, révérend. Savez-vous si M. Beaufort a déjà porté un médaillon ?» Le vicaire parut surpris. « Pourquoi oui, un petit doré. Je l'ai remarqué une fois quand il se penchait pendant le thé. » « Et savez-vous ce qu'il contenait ?» Le vicaire fronça les sourcils en réfléchissant. « Il en a parlé, en fait. Il a dit qu'il contenait quelque chose de précieux. J'ai supposé que c'était le portrait d'une mère ou d'un amoureux. Il était plutôt sentimental, malgré toute sa netteté. « Merci, » dit chaleureusement Miss Marple. Les pièces bougeaient, se déplaçant vers des positions nouvelles et intéressantes. Plus tard dans l'après-midi, coup de chance, le sergent. Blake en fouillant à Primrose Cottage
a découvert une lettre froissée fourrée au fond d'un tiroir de bureau, clairement négligée lors de la première perquisition. C'était écrit d'une main soignée et féminine. « Adrian, tu dois comprendre. Je ne peux pas t'épouser, cela gâcherait tout. S'il te plaît, détruis cette lettre et le médaillon. Je ne peux pas supporter l'idée que quelqu'un sache. Aucune signature. » Mais Miss Marple n'en avait pas besoin. Elle lut la lettre attentivement, 2 fois, puis la plia et la rendit à Blake. « Nous devons être très prudents avec ça, » dit-elle doucement. « Ça change tout. » Dans l'intimité de son salon, Miss Marple réfléchit profondément à la question. Quelqu'un avait été fiancé à Adrian Beaufort et l'avait rompu, probablement. Sous la menace ou la contrainte. Si le médaillon contenait des preuves, une miniature, une photographie, une mèche de cheveux, alors son vol était parfaitement logique. Qui serait le plus désespéré de cacher une telle relation? Evelyn Maynard, la femme mariée, pilier de la respectabilité, ou Lorna Hastings, la nièce du vicaire, jeune et impressionnable, à la réputation précaire, ou peut-être un troisième personnage encore caché dans les marges. Miss Marple croisa les mains et regarda le feu vacillant. Le meurtrier avait agi pour faire taire un scandale. Mais ce faisant, ils avaient laissé derrière eux une trace faible, presque invisible. Et elle, Jane Marple, avait l'intention de le suivre. Dehors, le village s'installa dans une autre nuit agitée. La brume revenait à travers les champs, brouillant les contours nets de Chipping Moss. Mais elle ne parvenait pas à cacher la vérité plus longtemps. L'indice caché avait été trouvé. Restait désormais à voir quels autres secrets il allait découvrir. Le vent s'était levé au moment où Miss Marple retournait au domaine de Gresham cet après-midi. Elle avait déjà passé la matinée à rassembler les fragments d'informations qu'elle avait rassemblés, et il était désormais temps de passer à la prochaine étape de son enquête, la confrontation. Les pièces commençaient à se mettre en place, mais le puzzle était encore incomplet. Il était temps de placer les pièces dans les bons coins, pour voir laquelle se démarquerait comme l'indice final et décisif. Alors qu'elle s'approchait, du manoir, elle pouvait voir Evelyn Maynard debout près de la porte d'entrée, le dos raide et l'expression tendue. Miss Marple s'était attendue à la trouver seule. La maison avait été étrangement calme toute la journée, mais elle n'avait pas prévu le mince fil de tension qui planait maintenant entre eux. « Evelyn !» la salua chaleureusement Miss Marple, remarquant la façon dont les mains de la jeune femme étaient tordues dans les plis de sa robe. « Vous avez l'air d'avoir quelque chose qui pèse lourdement sur votre esprit. » Evelyn se tourna vers elle, un sourire bien trop pratiqué, au coin de ses lèvres. « Mademoiselle Marple, comme c'est bon de vous revoir. Vous devez m'excuser, ça a été une journée tellement épouvantable. L'enquête et la police, ils sont tous si envahissants. » Miss Marple hocha la tête avec sympathie, même si son esprit était alerte, ses yeux observant chaque mouvement d'Evelyn. « Je comprends parfaitement. Il est difficile pour chacun d'entre nous de s'adapter à un changement aussi soudain, surtout dans une petite communauté. » Le sourire d'Evelyn s'effaça, légèrement. « Oui, c'est vrai, et avec la mort de M. Beaufort, eh bien, je suppose que tout le monde pense que c'est un grand scandale. »« Vraiment ?» demanda gentiment Miss Marple. « Je n'y avais pas pensé de cette façon. » Les yeux d'Evelyn clignotèrent nerveusement, et elle déplaça son poids d'un pied sur l'autre. « Vous savez ce qu'on dit dans les villages. Il y a toujours des chuchotements, des histoires. C'est juste que c'est trop. C'était un homme avec beaucoup de secrets. Et qu'en est-il de tes secrets, Evelyn ?» Le ton de Miss Marple resta doux, mais ses mots traversèrent l'air comme un couteau. « En avez-vous un à vous ?» Evelyn se raidit. « Que veux-tu dire ?» Miss Marple sourit poliment, ses doigts parcourant les plis de son tricot, mais ses yeux ne quittèrent jamais le visage d'Evelyn. « Je veux dire, bien sûr, le médaillon, celui que portait M. Beaufort. Je suppose qu'il a disparu, là-bas. » Couleur du visage d'Evelyn disparut. Elle cligna des yeux, la bouche soudainement sèche, et pendant un instant elle eut l'air de vouloir fuir. « Comment le sais-tu » murmura Evelyn, sa voix trahissant un soupçon de panique. « J'ai quelques sources,
dit doucement Miss Marple, ses yeux pétillants de connaissance. « Tu vois, Evelyn, le médaillon n'est pas un simple bibelot. S'il contenait quelque chose d'important, quelque chose de personnel, cela pourrait expliquer beaucoup de choses. Peut-être même pourquoi quelqu'un ferait de grands efforts pour le lui prendre. » La bouche d'Evelyn s'ouvrit et se ferma. Son expression sauvage. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » balbutia-t-elle. « Je ne l'ai jamais pris. Je ne savais même pas que c'était important. »« Peut-être pas, » dit doucement Miss Marple. « Mais peut-être connaissez-vous quelqu'un qui pensait que c'était le cas. » Le souffle d'Evelyn s'accéléra. Elle recula, d'un demi-pas, comme si elle se préparait à fuir, mais Miss Marple était déjà devant elle. « C'était toi, Evelyn ?» demanda-t-elle doucement. « As-tu pris le médaillon? Ou était-ce quelqu'un d'autre ?» Le visage d'Evelyn se tordit de frustration. « Je ne l'ai pas pris, » elle a pleuré. « Mais je sais qui l'a fait. »« Ah !» dit Miss Marple en se penchant légèrement en avant. « Je pense que tu commences à me dire quelque chose d'important. » La tension dans l'air s'épaississait, mais Evelyn semblait aux prises avec ses pensées, comme si elle pesait soigneusement ses options. Finalement, elle poussa un soupir frissonnant et se laissa tomber sur une chaise proche. Ses mains tremblaient alors qu'elle les croisait sur ses genoux. C'était Lorna, admit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. C'est elle qui l'a volé. Miss Marple haussa un sourcil, mais ne dit rien, permettant à Evelyn de continuer. Je savais qu'elle avait des sentiments pour Adrian, mais elle n'était pas la seule. Je voulais l'épouser. Je pensais qu'il était la réponse à tout, à mes problèmes, à mon bonheur. Mais quand je l'ai vu avec lui ce matin-là, lui parlant si intimement, j'ai réalisé qu'il s'éloignait de moi. Il n'avait pas l'intention de m'épouser. Il jouait avec moi tout comme il jouait toujours avec les femmes. Les mains d'Evelyn serrées sur ses genoux, ses jointures blanches. Je l'ai confronté ce jour-là. Je lui ai dit que j'étais au courant de son intention d'épouser Lorna. Il s'est moqué de moi, a juste ri et a dit que cela n'arriverait jamais, que je n'étais pas la bonne. Il ne m'a pas pris au sérieux. Et puis, après cela, je suis retourné dans ma chambre et j'ai trouvé Lorna dans le couloir. Elle m'a regardé avec une telle pitié, un tel dédain. Elle savait que je n'étais plus nécessaire. Elle n'avait plus besoin du médaillon. Elle l'avait. Miss Marple observait la jeune femme avec une tranquille sympathie. « Et tu penses que Lorna l'a emmené pour le détruire ?» dit Evelyn avec amertume. « Pour cacher les preuves. » Elle savait que cela signifiait quelque chose pour lui. Mais, plus que cela aurait signifié quelque chose pour moi, si quelqu'un l'avait jamais trouvé. Et une fois que j'ai réalisé cela, j'ai su que je ne pouvais plus laisser ça continuer. Miss Marple laissa une pause entre eux avant de reprendre la parole. « Et puis, que s'est-il passé, Evelyn? Comment M. Beaufort est-il mort ?» Les yeux d'Evelyn se tournèrent brièvement vers le sol, et lorsqu'elle releva la tête vers Miss Marple, il n'y avait aucun doute sur la culpabilité qui persistait dans son regard. « Je ne sais pas, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. Il jouait du violon, et je pouvais le voir dans ses yeux. Il était sur le point de tout me dire, à propos du médaillon, de ses projets. Mais il n'en a pas eu l'occasion, il s'est effondré, et puis c'était fini. Miss Marple hocha la tête, considérant attentivement les nouvelles informations. « Il est clair que tu as été profondément blessée, Evelyn. Trahie, peut-être, par Adrian et Lorna. Mais qu'en est-il des autres, et de Daniel Cray ?» Le regard d'Evelyn se déplaça inconfortablement. « Cray? Et lui? Je comprends qu'il entretenait une relation étroite avec M. Beaufort. Pouvez-vous me dire quelque chose à ce sujet ?» Evelyn secoua la tête, ses yeux s'écarquillant. « Je ne sais pas grand-chose de lui. Je ne lui ai jamais fait confiance, toujours à l'affût, toujours à comploter. Mais il avait aussi quelque chose à perdre, n'est-ce pas ?» Miss Marple appuya doucement. « Est-ce qu'il avait quelque chose à gagner de la mort de Beaufort ?» Evelyn la regarda, le visage pâle. « Je ne sais pas. Peut-être qu'il l'a fait. Peut-être que nous l'avons tous fait. » Miss Marple hocha la tête,
Les pièces se mettaient en place, mais le tableau d'ensemble restait flou. Elle avait besoin de plus, de quelque chose d'autre pour relier tout cela. « Merci, Evelyn, » dit-elle doucement. « Vous avez été très utile. » Alors que Miss Marple quittait le domaine et retournait sur le chemin du village, les pièces du puzzle commençaient à s'aligner plus clairement dans son esprit. Les motivations étaient désormais plus claires. L'amour, la jalousie, la vengeance et peut-être une tentative désespérée de contrôler le récit. Il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais Miss Marple était certaine d'une chose. La vérité était enfouie juste sous la surface, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle la découvre. Le ciel était bas et lourd, épais de nuages, qui semblaient présager la révélation de quelque chose de bien plus sombre que ce que Chipping Moss avait prévu. Alors que Miss Marple se dirigeait de nouveau vers le domaine de Gresham, ses pensées se tournaient vers la complexité délicate de l'affaire. Chaque nouveau détail avait resserré les fils, mais il restait un nœud tenace, quelque chose qui ne collait pas tout à fait. Malgré les aveux et les découvertes, une chose était claire. La solution à la mort de Beaufort n'allait pas être aussi simple que les villageois auraient pu l'espérer. Les conversations qu'elle avait eues avec Evelyn Maynard et même avec Lorna Hastings lui laissaient de nombreuses questions sans réponse. Même si les deux jeunes femmes avaient fait leurs propres aveux d'angoisse personnelle et de jalousie, un air de tension non résolue persistait autour de la mort de Beaufort. Qui avait réellement détenu le pouvoir dans ce délicat réseau de relations et qui avait le plus à gagner de sa disparition prématurée? Plus Miss Marple réfléchissait, plus elle réalisait qu'il manquait quelqu'un dans l'équation. Il y avait quelqu'un dont la présence avait été presque trop discrète, trop silencieuse. Daniel Cray. L'avocat avait toujours semblé se cacher à l'arrière-plan, trop posé, trop éloigné du drame émotionnel entourant les enchevêtrements de Beaufort. Et pourtant, c'est Cray qui avait été le premier à mentionner le testament de Beaufort, le seul document qui aurait pu déchirer le village. Il était peut-être temps de changer d'orientation et de confronter l'homme plus directement. Au domaine Gresham, Miss Marple a trouvé Madame Gresham dans son salon, l'air plutôt mal en point alors qu'elle ajustait la bordure en dentelle de son service à thé préféré. La vue de la femme âgée luttant pour préserver les apparences face à un scandale était familière à Miss Marple, mais elle ne cessait de révéler les petites fissures d'une façade par ailleurs solide. « Ah, Miss Marple, » dit Madame Gresham, un léger tremblement dans la voix alors qu'elle levait les yeux de sa théière. « C'est bon de te voir. Y a-t-il des nouvelles ?»« Rien de définitif pour l'instant, Madame Gresham, » dit Miss Marple avec un doux sourire, même si ses yeux étaient perçants. « Mais je dois admettre qu'une petite affaire me trouble encore. Elle concerne Monsieur Cray. » Madame Gresham se raidit. « Cray. Et lui, il me semble, » poursuivit Miss Marple d'une voix douce mais ferme, « qu'il en sait plus qu'il ne le laisse entendre. Vous voyez, son implication dans l'affaire du testament est troublante. Ce n'est pas seulement sa proximité avec feu Monsieur Beaufort, mais aussi son implication personnelle dans les affaires de la succession qui éveillent les soupçons. » Madame Gresham jeta un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule, comme si elle craignait d'être entendue. « Cray est notre avocat depuis de nombreuses années. C'est un homme respectable, Miss Marple. Il a aidé ma famille pour toutes sortes de questions. Vous ne pouvez sûrement pas suggérer... »« Je ne suggère rien, Madame Gresham, » intervint Miss Marple, le regard inébranlable. « Mais il est important de noter que, selon ma compréhension, c'est Monsieur Cray qui s'est chargé des questions financières de Beaufort. S'il y avait eu des litiges juridiques ou une raison de modifier le testament, c'était lui qui l'aurait fait. » Madame Gresham pâlit. « Je vois. » La tension dans la salle était palpable. Il semblait que Madame Gresham comprenait plus qu'elle ne le laissait entendre, mais elle n'était pas encore prête à avouer ce qui lui pesait. Miss Marple pouvait presque entendre les pensées derrière les yeux de son hôtesse, la réflexion minutieuse sur l'opportunité de révéler ou non la vérité. « Je pense qu'il est peut-être temps de parler directement à Monsieur Cray, » dit Miss Marple en se levant lentement, son tricot rangé dans son sac.
Merci pour votre temps, Madame Gresham. Je vous laisse à vos préparatifs. Madame Gresham hocha la tête, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle reposait le service à thé sur la table. Miss Marple pouvait ressentir le malaise de la femme plus âgée. Mais ce n'était plus sa tâche d'apaiser ce malaise. Elle avait besoin de réponses. L'air frais de l'après-midi accueillit Miss Marple, alors qu'elle empruntait le long chemin de gravier du domaine. Elle pouvait déjà voir l'hôtel de ville au loin, sa structure en pierre se dressant devant elle, rappelant la nature discrète et étroitement tissée de la vie du village. Lorsqu'elle arriva au bureau de Cray, elle trouva l'avocat assis à son bureau, griffonnant avec une précision méticuleuse. Il leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit, son expression stoïque habituelle en place. « Miss Marple, dit-il, la voix coupée, même s'il y avait une lueur dans ses yeux. « À quoi dois-je ce plaisir ?»« Je crains que ce ne soit pas un appel social. »« Monsieur Cray, » répondit Miss Marple, son ton toujours aussi calme. « Il me reste encore quelques questions à poser. Vous voyez, je m'interroge sur le moment choisi pour le testament de Monsieur Beaufort. » Cray haussa un sourcil, son stylo en l'air. « J'ai peur de ne pas suivre. »« D'après vos dossiers, » a poursuivi Miss Marple, « Monsieur Beaufort est venu vous voir peu avant sa prestation ce jour-là, demandant des modifications à son testament. Est-ce exact ?» La bouche de Cray se contracta imperceptiblement. « Oui, il l'a fait, mais ces changements étaient informels. Rien qui puisse encore être considéré comme juridiquement contraignant. »« En effet, » dit Miss Marple. « Mais quelle était la nature de ces changements? Y avait-il quelqu'un en particulier qu'il souhaitait désigner comme bénéficiaire? » Le regard de Cray vacilla pendant un bref instant avant de se redresser sur sa chaise, son attitude devenant encore plus posée. Comme je l'ai dit, rien n'était finalisé. Il a mentionné plusieurs personnes. Mais comme pour beaucoup de choses, dans sa vie, tout était assez flou. C'était un homme enclin aux grandes idées, mais pas à les mettre en pratique. Miss Marple laissa un petit sourire entendu traverser ses lèvres. « C'est intéressant, Monsieur Cray, très intéressant, parce que j'ai appris que Monsieur Beaufort envisageait de nommer quelqu'un, très spécifique dans son testament, et je crois que vous en étiez conscient. La question est, Monsieur Cray, qui aurait le plus à gagner de sa mort? » Les yeux de Cray se plissèrent, et ses doigts se resserrèrent sur le stylo qu'il tenait. « Je ne suis pas sûr de comprendre votre implication, Miss Marple. »« Oh, je le crois, » dit doucement Miss Marple. « Vous voyez, je crois que la mort de Monsieur Beaufort n'était pas un accident. Quelqu'un voulait sa mort avant qu'il puisse rendre ses changements définitifs. Et je pense que vous, Monsieur Cray, êtes celui qui savait à quel point il était important de s'assurer que ces changements ne soient jamais appliqués. » Le silence entre eux était chargé de tension. Miss Marple attendit, toujours aussi patiente, que Cray réponde. Mais l'avocat se contenta de la fixer, son expression étant un masque de frustration contrôlée. Après une longue pause, Cray parla, sa voix basse et délibérée. « Peut-être avez-vous raison, Miss Marple, mais je n'ai eu aucune part à la mort de Monsieur Beaufort. Je n'avais rien à y gagner. »« Vous l'avez peut-être pensé à l'époque, » a déclaré Miss Marple, « mais la vérité est bien plus compliquée. Vous aviez beaucoup à perdre et bien plus à gagner. » Les yeux de Cray clignotèrent à nouveau, et pour la première fois, la façade du calme se craqua légèrement. Mais Miss Marple se dirigeait déjà vers la porte. « Merci, Monsieur Cray. Je vous contacterai. » Alors que Miss Marple quittait le bureau du notaire, elle sentit le poids de l'affaire se déplacer sous elle comme le courant d'une rivière. Les secrets remontaient à la surface, mais ils n'étaient pas encore tous révélés. Il restait un dernier élément, la clé pour découvrir la vérité, et elle le trouverait aussi bien caché soit-il. La journée était devenue fraîche, le ciel d'un bleu pâle et froid, alors que Miss Marple se dirigeait vers la petite église, à la périphérie de Chipping Moss. C'était là un lieu calme, un lieu de refuge où les secrets semblaient engloutis par les anciens murs de pierre et le murmure du vent dans les arbres. Elle s'était déjà rendue à la mairie et au bureau de Cray,
Mais il lui restait encore une dernière partie de son plan à exécuter, le test final, une dernière confrontation subtile qui révélerait la vérité. Miss Marple était convaincue que les pièces du puzzle étaient sur le point de se mettre en place. Les aveux, le médaillon manquant et les réactions étranges de toutes les personnes impliquées avaient débrossé un tableau clair, mais pas complet. Il y avait une personne dont les actions avaient été trop contrôlées, trop mesurées. Et cette personne n'était autre que Daniel Cray, l'avocat qui semblait si habile à gérer les détails des affaires de Beaufort, mais qui se montrait étrangement évasif sur les détails de sa propre implication. Miss Marple avait des soupçons, mais les soupçons seuls ne suffisaient pas. Elle avait besoin de plus d'une réaction, une erreur, de quoi confirmer sa théorie. Et pour cela, elle avait imaginé un plan, quelque chose de simple mais efficace. L'église était vide quand elle arriva. Une légère odeur d'encens flottait, toujours dans l'air. Elle s'arrêta un instant au fond, permettant à ses yeux de s'habituer à l'intérieur sombre. Là, assis près de l'autel, se trouvait Daniel Cray, sa posture toujours aussi rigide, mais ses yeux agités, passant d'une ombre à l'autre. Il était seul. Personne d'autre n'était en vue. Miss Marple s'assit tranquillement quelques rangées derrière lui, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement dans le calme de l'église. Elle laissa le temps passer, sachant que Cray finirait par parler. Le silence semblait s'étendre sans fin, jusqu'à ce qu'enfin il parle, sa voix basse et instable, comme pour tester le calme autour de lui. « Miss Marple, » commença-t-il sans se retourner, « je me demandais quand vous viendriez. » Elle ne répondit pas immédiatement, continuant son tricot avec la plus grande concentration, comme si elle ne l'avait pas entendu du tout. « Vous avez demandé « Autour de vous », a-t-il poursuivi, la tension dans sa voix augmentant. « Mais tu n'es pas venu me voir directement. Pourquoi ?» Miss Marple fit une pause, permettant au silence de s'étendre, ce moment chargé d'attente. Finalement, elle parla de son ton doux et mesuré. « Je trouve que les gens en révèlent souvent davantage lorsqu'ils pensent qu'ils ne sont pas observés. Ils oublient leur masque soigneusement construit. » Cray se raidit, ses mains se resserrant sur ses genoux. « Vous perdez votre temps. Je n'ai rien à cacher. » Miss Marple eut un léger sourire amusé. « Je suis sûr que non, monsieur Cray. Mais vous, voyez, il ne s'agit pas de ce que vous avez caché, mais de ce que vous avez oublié. » Les yeux de Cray clignotaient nerveusement, et Miss Marple pouvait voir son esprit travailler, calculer la meilleure façon de répondre, ou peut-être décider ce qu'il pouvait révéler sans s'exposer trop complètement. La tension était suffisamment forte pour s'étouffer, mais Miss Marple continua, parlant d'un ton si calme que c'était presque comme un léger coup de coude. « Vous savez, monsieur Cray, » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, « parfois, les plus petites choses peuvent nous trahir. Un geste innocent, un regard, un mot déplacé. Nous pensons que nous avons tout sous contrôle, jusqu'à ce que nous ne le fassions plus. » Les mains de Cray se serrèrent en poing. « Je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez. » Miss Marple s'arrêta. Un instant, posant son tricot sur ses genoux et se penchant légèrement en avant, ses yeux se plissant juste assez pour suggérer qu'elle était sur le point de dire quelque chose de critique. « Je crois que vous saviez exactement ce que contenait le testament de M. Beaufort, plus que vous ne le laissez entendre. Et je pense que vous saviez exactement ce qui se passerait s'il devait être finalisé. » Cray se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol en pierre, contrastant fortement avec le calme tranquille de l'église. Il se tourna, le visage rouge, la mâchoire serrée en signe de défi. « Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Je n'avais aucune raison de nuire à Beaufort. Nous avions une relation professionnelle. » Miss Marple resta assise, impassible. « Professionnelle, dites-vous? C'est drôle comme les relations professionnelles peuvent si souvent devenir personnelles lorsque les enjeux sont suffisamment élevés. » Cray la regarda, mais Miss Marple ne broncha pas. Sa voix était ferme, ses paroles délibérées. « Vous connaissiez le contenu du testament de Beaufort.
Vous saviez qu'il avait prévu de léguer une partie importante de sa succession à quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un en dehors du cercle attendu des bénéficiaires. Et cette personne, Monsieur Cray, était pas toi. Le souffle de Cray s'accéléra. Il semblait avoir du mal à garder son sang-froid, ses yeux s'écarquillant, cherchant un moyen de sortir du piège que Miss Marple lui avait tendu. Elle pouvait voir la bataille interne qui se déroulait en lui, mais Miss Marple n'avait pas encore fini. Elle avait une dernière carte à jouer. « Vous voyez, Monsieur Cray, continua-t-elle doucement, la vraie question n'est pas ce que vous saviez, mais pourquoi vous taille. Étiez si désireux de vous assurer que Monsieur Beaufort ne termine jamais ses modifications. Le moment de sa mort, la façon dont tout s'est déroulé, tout cela pointe vers un fait simple. Quelqu'un voulait s'assurer que le testament jamais est passé par là. » Le visage de Cray pâlit et ses mains tremblaient visiblement. « Je ne sais pas ce que tu insinues. » Miss Marple se leva lentement, sa voix calme mais insistante. « Je pense que oui. Vous étiez l'avocat de Monsieur Beaufort. Vous connaissiez les détails de ses finances. Et lorsqu'il a commencé à faire des changements, pour nommer quelqu'un d'autre, vous avez réalisé que votre accès à la succession pourrait être menacé. C'est à ce moment-là que vous avez pris votre décision. » Cray recula, le visage mêlé de colère et de peur. « Je ne l'ai pas tué. Tu as tort. » L'expression de Miss Marple s'adoucit légèrement. « Non, Monsieur Cray, vous ne l'avez pas tué, mais vous avez certainement fait tout ce qui était en votre pouvoir pour assurer que son testament n'a jamais vu le jour. Et quand vous avez réalisé que les changements n'allaient pas jouer en votre faveur, vous avez choisi la seule option qui vous semblait rester. Vous avez retiré le médaillon. » Les yeux de Cray s'écarquillèrent, et pendant un bref instant révélateur, son masque glissa entièrement. « Le médaillon ?»« Le médaillon » répéta doucement Miss Marple. « Il contenait quelque chose que Monsieur Beaufort aurait pu utiliser, comme levier. Quelque chose qui aurait pu vous lier à sa mort ou au moins révéler votre rôle dans la manipulation de sa succession. Alors vous l'avez pris. Mais ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas, Monsieur Cray? Vous avez dû l'empêcher de finaliser le testament. » Cray recula en titubant, la réalité de la situation s'imprégnant, son attitude entière s'effondrant. « Je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas fait. » Miss Marple s'approcha d'une voix basse et presque gentille. « Non, vous ne l'avez pas tué, Monsieur Cray, mais vous avez préparé le terrain pour sa mort. Vous vous êtes assuré que rien ne vous gênerait. » Les mains de Cray tremblaient alors qu'il se laissait tomber sur le banc, son visage reflétant la défaite. « Ça n'était pas censé se passer comme ça, » marmonna-t-il, sa voix à peine audible. Miss Marple le regarda, son regard inébranlable. « Non, Monsieur Cray, ce n'était pas le cas, mais l'avidité et la peur ont le pouvoir de tout déformer. » Alors que Miss Marple quittait l'église, elle sentit un léger sentiment de résolution s'installer en elle. Le mystère n'était plus mêlé à la confusion et à la tromperie. Le meurtrier avait été démasqué, mais d'une manière à laquelle personne, pas même Cray lui-même, ne s'attendait. Et alors que les nuages se séparaient et que le soleil brillait enfin, Miss Marple ne put s'empêcher de sourire légèrement. Le village de Chipping Moss retrouverait, avec le temps, son rythme calme et confortable. Mais les secrets, les mensonges, les trahisons ne seraient plus jamais les mêmes. Le matin de l'enquête était passé, et avec lui les chuchotements du village avaient commencé à s'installer dans un silence inquiet. Le crime, si choquant par sa soudaineté, était devenu le point central de chaque conversation, l'ombre sur la vie par ailleurs idyllique de Chipping Moss. Mais pour Miss Marple, ce n'étaient pas les murmures des citadins qui la préoccupaient. Elle avait déjà percé le voile de leurs soupçons et découvert ce qui se cachait dessous. Il était désormais temps de passer à l'étape finale, le dévoilement de la vérité. Il était temps de révéler à tous la personne derrière. La mort d'Adrian Beaufort. La salle des fêtes, un humble bâtiment qui avait accueilli de nombreux événements anodins, était désormais préparée pour un autre type de rassemblement. Elle était remplie de chaises disposées en rangées bien rangées, et à l'avant se trouvait une table,
où l'inspecteur, le magistrat et le médecin de la ville, le docteur Hartwell, allèrent bientôt faire leur déclaration. Mais le centre de l'attention n'était ni la table ni les fonctionnaires. Non, c'était la foule rassemblée dans la salle, attendant avec impatience que la vérité soit révélée. Miss Marple arriva tranquillement comme toujours, son entrée étant à peine remarquée par ceux déjà assis. Sa présence était comme le doux tic-tac d'une horloge, stable, inaperçue, mais toujours présente. Elle prit place au fond à côté de Madame Banbury Scott, qui parlait déjà à voix basse à la personne à côté d'elle. Miss Marple laissa ses yeux parcourir la pièce, capturant les visages familiers. Madame Gresham assise avec raideur sur sa chaise, ses yeux évitant le regard de ceux qui l'entouraient. Lorna Hastings, les mains étroitement croisées sur ses genoux, le visage pâle et tiré. Evelyn Ménard, assise avec les épaules voûtées, l'expression anxieuse, comme si elle essayait d'anticiper le moment où la vérité allait s'effondrer autour d'elle. Et bien sûr, Daniel Cray, assis avec son sang-froid habituel, même s'il y avait un léger serrement de la mâchoire et une pointe de nervosité dans ses yeux. Miss Marple savait que le moment était venu. L'inspecteur se leva, sa voix traversant la pièce alors qu'il s'adressait à l'assemblée. « Mesdames et messieurs de Chipping Moss », commença-t-il d'un ton grave mais mesuré. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour mettre un terme au décès malheureux de M. Adrian Beaufort. Sa disparition tragique nous a tous choqués, et notre devoir est de veiller à ce que justice soit rendue. L'enquête a été approfondie, et même s'il y a eu de nombreuses théories, une vérité est devenue apparente. » Il fit une pause permettant à ses mots de s'imprégner, ses yeux scrutant la pièce. Puis il se tourna vers le docteur Hartwell. « La cause du décès, » a déclaré le docteur Hartwell d'une voix ferme, « était un empoisonnement. Plus précisément, le poison rare et puissant, l'aconitine qui a été administré à M. Beaufort peu avant son effondrement. Le poison a été introduit d'une manière qui suggérait une préméditation, une intention claire de le faire taire avant qu'il puisse prendre ses décisions juridiques finales. » Un faible murmure se répandit dans la pièce. Les villageois soupçonnaient un meurtre, mais entendre cette confirmation était une toute autre affaire. « Et maintenant, » a poursuivi l'inspecteur, « la question n'est plus de savoir comment, mais qui ? Qui aurait le plus à gagner de la mort prématurée de M. Beaufort ?» À cela, Miss Marple se leva lentement, sa silhouette attirant l'attention alors qu'elle se dirigeait vers l'avant de la pièce. Les villageois se turent, tandis qu'elle prenait place aux côtés de l'inspecteur. « Je crois que je peux répondre à cette question, » a déclaré Miss Marple, sa voix calme mais pleine d'autorité. « J'ai enquêté sur cette affaire depuis un moment de l'effondrement tragique de M. Beaufort, et les pièces du puzzle se sont lentement rassemblées. » Elle jeta un coup d'œil au visage devant elle, notant les regards curieux et confus. Elle était prête à révéler ce qu'elle savait depuis le début. Le motif, comme c'est souvent le cas dans ces cas, est enraciné dans la cupidité, le désir de contrôle et, dans ce cas, le contrôle d'une fortune considérable. M. Beaufort était un homme aux prises avec de nombreux problèmes, le moindre n'étant pas ses relations avec plusieurs individus dans cette même pièce. Ses yeux balayèrent la foule et s'attardèrent un instant sur Daniel Cray, qui bougeait inconfortablement sur son siège. « J'ai parlé avec beaucoup d'entre vous, » a poursuivi Miss Marple. « J'ai écouté vos paroles, observé vos comportements, et j'ai soigneusement examiné chacune de vos motivations. Mais j'ai découvert que la vérité réside dans un simple fait. La personne qui voulait le plus faire taire M. Beaufort était quelqu'un qui risquait de tout perdre s'il rendait son testament public. » Elle fit une pause, laissant la pièce s'accrocher à ses paroles, avant de se tourner directement vers Daniel Cray. « Fait, monsieur Daniel Cray, dit-elle d'une voix ferme, vous saviez exactement ce que contenait le testament de M. Beaufort. Vous saviez qu'il avait prévu de laisser une partie importante de sa succession à quelqu'un en dehors de votre contrôle, quelqu'un qui n'était pas lié par les contraintes légales que vous lui aviez imposées.
Et lorsque vous avez réalisé que sa mort pouvait garantir que personne ne pourrait contester la succession, vous avez pris les choses en main. Un halètement résonna dans la pièce, et le visage de Cray pâlit. Ses yeux se promenèrent comme s'il cherchait une évasion, mais il n'y en avait pas. La vérité était éclatée. Miss Marple a poursuivi. « Vous avez manipulé les affaires. Juridique de M. Beaufort, utilisez votre position d'avocat pour accéder à sa succession, et lorsque vous avez appris qu'il avait l'intention d'apporter des modifications, vous avez vu cela comme une menace pour votre avenir financier. Vous l'avez tué pour vous protéger, sachant que sans le testament final, vous auriez le contrôle de sa fortune. » Les lèvres de Cray tremblèrent, et il se leva brusquement, sa chaise claquant sur le sol. « Non, ce n'est pas vrai !» cria-t-il, la voix pleine de panique. « Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas tué. » Mais Miss Marple resta inébranlable. « Vous n'en aviez pas besoin. Le poison avait déjà été introduit. Une dose suffisamment petite pour vous permettre de prétendre que M. Beaufort est mort de cause naturelle. Vous avez profité de sa confiance, manipulé la situation à votre avantage et utilisé son testament comme moyen d'assurer votre avenir. Mais le médaillon manquant que vous avez pris à M. Beaufort contenait la dernière trace de preuve qui pourrait vous lier à sa mort. Ce n'était pas un simple bibelot, c'était un gage de votre implication. » Le visage de Cray se tordit d'angoisse et pendant un instant, il sembla rétrécir sous le poids de sa culpabilité. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, » marmonna-t-il presque pour lui-même. « Je ne voulais pas qu'il meure. Mais vous l'avez fait, » dit Miss Marple d'une voix ferme. « Et en fin de compte, c'est votre cupidité et votre peur de perdre le contrôle qui ont conduit à sa mort. Vous avez fait en sorte que rien ne puisse vous gêner. » La pièce était silencieuse, la tension flottant comme un épais brouillard. Cray restait debout devant, le visage pâle et les épaules affaissées de défaite. L'inspecteur Craddock s'avança, son expression sombre mais résolue. « Daniel Cray, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Adrian Beaufort. Les preuves contre vous sont claires et la vérité a été révélée. » Cray n'a pas résisté à l'approche des policiers. Il semblait vaincu, brisé par le poids de sa propre culpabilité. Alors que l'inspecteur se tournait pour l'emmener, Miss Marple ressentit un léger sentiment de satisfaction. La vérité, bien que difficile à entendre pour certains, avait finalement éclaté au grand jour. Le village de Chipping Moss retrouverait son existence tranquille, mais il ne serait plus jamais tout à fait le même. Les villageois commencèrent lentement à murmurer entre eux, certains avec soulagement, d'autres avec incrédulité. Mais Miss Marple restait simplement là, les mains jointes, l'expression calme et posée. En sortant de la salle, elle ne put s'empêcher de réfléchir à la nature du cœur humain, à quel point il pouvait être à la fois fragile et impitoyable, capable d'une grande gentillesse et d'une cruauté inimaginable. Mais à la fin, la vérité éclatait toujours. Il trouvait toujours un moyen de refaire surface, et Miss Marple, toujours vigilante, serait toujours là pour le constater. Le matin de l'enquête était passé, et avec lui les chuchotements du village avaient commencé à s'installer dans un silence inquiet. Le crime, si choquant par sa soudaineté, était devenu le point central de chaque conversation, l'ombre sur la vie par ailleurs idyllique de Chipping Moss. Mais pour Miss Marple, ce n'étaient pas les murmures des citadins qui la préoccupaient. Elle avait déjà percé le voile de leurs soupçons et découvert ce qui se cachait dessous. Il était désormais temps de passer à l'étape finale, le dévoilement de la vérité. Il était temps de révéler à tous la personne derrière la mort d'Adrian Beaufort. La salle des fêtes, un humble bâtiment qui avait accueilli de nombreux événements anodins, était désormais préparée pour un autre type de rassemblement. Elle était remplie de chaises disposées en rangées bien rangées, et à l'avant se trouvait une table où l'inspecteur, le magistrat et le médecin de la ville, le docteur Hartwell, allèrent bientôt faire leur déclaration. Mais le centre de l'attention n'était ni la table ni les fonctionnaires. Non, c'était la foule rassemblée dans la salle, attendant avec impatience que la vérité soit révélée.
Miss Marple arriva tranquillement, comme toujours, son entrée étant à peine remarquée par ceux déjà assis. Sa présence était, comme le doux tic-tac d'une horloge, stable, inaperçue, mais toujours présente. Elle prit place au fond, à côté de Madame Banbury Scott, qui parlait déjà à voix basse à la personne à côté d'elle. Miss Marple laissa ses yeux parcourir la pièce, capturant les visages familiers. Madame Gresham, assise avec raideur sur sa chaise, ses yeux évitant le regard de ceux qui l'entouraient. Lorna Hastings, les mains étroitement croisées sur ses genoux, le visage pâle et tiré. Evelyn Ménard, assise avec les épaules voûtées, l'expression anxieuse, comme si elle essayait d'anticiper le moment où la vérité allait s'effondrer autour d'elle. Et bien sûr, Daniel Cray, assis avec son sang-froid habituel, même s'il y avait un léger serrement de la mâchoire et une pointe de nervosité dans ses yeux. Miss Marple savait que le moment était venu. L'inspecteur se leva, sa voix traversant la pièce, alors qu'il s'adressait à l'assemblée. « Mesdames et messieurs de Chipping Moss », commença-t-il d'un ton grave mais mesuré, « nous sommes réunis ici aujourd'hui pour mettre un terme au décès malheureux de M. Adrian Beaufort. Sa disparition tragique nous a tous choqués et notre devoir est de veiller à ce que justice soit rendue. L'enquête a été approfondie et même s'il y a eu de nombreuses théories, une vérité est devenue apparente. » Il fit une pause permettant à ses mots de s'imprégner, ses yeux scrutant la pièce. Puis il se tourna vers le docteur Hartwell. « La cause du décès, » a déclaré le docteur Hartwell d'une voix ferme, était un empoisonnement. Plus précisément, le poison rare et puissant, l'aconitine, qui a été administré à M. Beaufort peu avant son effondrement. Le poison a été introduit d'une manière qui suggérait une préméditation, une intention claire de le faire taire avant qu'il puisse prendre ses décisions juridiques finales. Un faible murmure se répandit dans la pièce. Les villageois soupçonnaient un meurtre, mais entendre cette confirmation était une toute autre affaire. Et maintenant, a poursuivi l'inspecteur, la question n'est plus de savoir comment, mais qui aurait le plus à gagner de la mort prématurée de M. Beaufort? À cela, Miss Marple se leva lentement, sa silhouette attirant l'attention alors qu'elle se dirigeait vers l'avant de la pièce. Les villageois se turent tandis qu'elle prenait place aux côtés de l'inspecteur. « Je crois que je peux répondre à cette question », a déclaré Miss Marple, sa voix calme mais pleine d'autorité. « J'ai enquêté sur cette affaire depuis le moment de l'effondrement tragique de M. Beaufort, et les pièces du puzzle se sont lentement rassemblées. » Elle jeta un coup d'œil au visage devant elle, notant les regards curieux et confus. Elle était prête à révéler ce qu'elle savait. Depuis le début, le motif, comme c'est souvent le cas dans ces cas, est enraciné dans la cupidité, le désir de contrôle, et dans ce cas, le contrôle d'une fortune considérable. M. Beaufort était un homme aux prises avec de nombreux problèmes, le moindre n'étant pas ses relations avec plusieurs individus dans cette même pièce. Ses yeux balayèrent la foule et s'attardèrent un instant sur Daniel Cray, qui bougeait inconfortablement sur son siège. « J'ai parlé avec beaucoup d'entre vous, » a poursuivi Miss Marple. « J'ai écouté vos paroles, observé vos comportements, et j'ai soigneusement examiné chacune de vos motivations. Mais j'ai découvert que la vérité réside dans un simple fait. La personne qui voulait le plus faire taire M. Beaufort était quelqu'un qui risquait de tout perdre s'il rendait son testament public. » Elle fit une pause, laissant la pièce s'accrocher à ses paroles, avant de se tourner directement vers Daniel Cray. « Monsieur Daniel Cray, » dit-elle d'une voix ferme, « vous saviez exactement ce que contenait le testament de M. Beaufort. Vous saviez qu'il avait prévu de laisser une partie importante de sa succession à quelqu'un en dehors de votre contrôle, quelqu'un qui n'était pas lié par les contraintes légales que vous lui aviez imposées. Et lorsque vous avez réalisé que sa mort pouvait garantir que personne ne pourrait contester la succession, vous avez pris les choses en main. » Un halètement résonna dans la pièce et le visage de Cray pâlit. Ses yeux se promenèrent, comme s'il cherchait une évasion, mais il n'y en avait pas. La vérité était éclatée. Miss Marple a poursuivi. « Vous avez manipulé les affaires juridiques de M. Beaufort,
Utilisez votre position d'avocat pour accéder à sa succession, et lorsque vous avez appris qu'il avait l'intention d'apporter des modifications, vous avez vu cela comme une menace pour votre avenir financier. Vous l'avez tué pour vous protéger, sachant que sans le testament final, vous auriez le contrôle de sa fortune. Les lèvres de Cray tremblèrent, et il se leva brusquement, sa chaise claquant sur le sol. « Non, ce n'est pas vrai !» cria-t-il, la voix pleine de panique. « Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas tué. » Mais Miss Marple resta inébranlable. Vous n'en aviez pas besoin. Le poison avait déjà été introduit. Une dose suffisamment petite pour vous permettre de prétendre que M. Beaufort est mort de cause naturelle. Vous avez profité de sa confiance, manipulé la situation à votre avantage et utilisé son testament comme moyen d'assurer votre avenir. Mais le médaillon manquant que vous avez pris à M. Beaufort contenait la dernière trace de preuve qui pourrait vous lier à sa mort. Ce n'était pas un simple bibelot, c'était un gage de votre implication. Le visage de Cray se tordit d'angoisse, et pendant un instant, il sembla rétrécir sous le poids de sa culpabilité. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, » marmonna-t-il presque pour lui-même. « Je ne voulais pas qu'il meure. »« Mais vous l'avez fait, » dit Miss Marple d'une voix ferme. « Et en fin de compte, c'est votre cupidité et votre peur de perdre le contrôle qui ont conduit à sa mort. Vous avez fait en sorte que rien ne puisse vous gêner. » La pièce était silencieuse, la tension flottant comme un épais brouillard. Cray restait debout devant, le visage pâle et les épaules affaissées de défaite. L'inspecteur Craddock s'avança, son expression sombre mais résolue. « Daniel Cray, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Adrian Beaufort. Les preuves contre vous sont claires et la vérité a été révélée. » Cray n'a pas résisté à l'approche des policiers. Il semblait vaincu, brisé par le poids de sa propre culpabilité. Alors que l'inspecteur se tournait pour l'emmener, Miss Marple ressentit un léger sentiment de satisfaction. La vérité, bien que difficile à entendre pour certains, avait finalement éclaté au grand jour. Le village de Chipping Moss retrouverait son existence tranquille, mais il ne serait plus jamais tout à fait le même. Les villageois commencèrent lentement à murmurer entre eux, certains avec soulagement, d'autres avec incrédulité. Mais Miss Marple restait simplement là, les mains jointes, l'expression calme et posée. En sortant de la salle, elle ne put s'empêcher de réfléchir à la nature du cœur humain, à quel point il pouvait être à la fois fragile et impitoyable, capable d'une grande gentillesse et d'une cruauté inimaginable. Mais à la fin, la vérité éclatait toujours. Il trouvait toujours un moyen de refaire surface, et Miss Marple, toujours vigilante, serait toujours là pour le constater. La fraîche matinée qui a suivi l'enquête était étrangement calme, comme si le village de Chipping Moss retenait son souffle, ne voulant pas relâcher la tension qui s'était accumulée depuis si longtemps. Miss Marple, cependant, avait toujours su trouver le calme dans la tempête. La vérité était éclatée, les coupables avaient été arrêtés, et la justice, bien que retardée, avait enfin retrouvé son cours. Elle était assise dans son fauteuil, préféré près du feu, tricotant comme toujours, ses yeux perçants captant chaque mouvement et chaque détail autour d'elle. La chaleur des flammes crépitait doucement, rappelant réconfortant que, malgré le chaos qui avait englouti le village, certaines choses restaient inchangées. Ses pensées dérivent vers les événements des derniers jours. La confession de Cray était venue comme un aveu réticent, un dernier moment de faiblesse de la part d'un homme qui avait bâti une vie de contrôle sur les secrets et la manipulation. Mais même ces aveux n'avaient pas réussi à cacher la vérité la plus importante, que le désir de pouvoir l'avait poussé au meurtre et que la perte de ce pouvoir l'avait conduit vers l'impensable. Son esprit s'attardait également sur Evelyn Maynard, la femme qui avait désespérément cherché à conserver sa place dans le monde. Son chagrin était réel, Miss Marple le savait, et sa jalousie n'était pas née d'une simple vanité, mais d'une peur profondément ancrée de perdre le contrôle de sa propre vie. Elle avait été piégée, comme tant d'autres, dans un réseau d'attentes, à la fois auto-imposée et imposée par d'autres. L'explosion émotionnelle d'Evelyn
avait causé sa perte, un appel à l'aide que Miss Marple avait immédiatement reconnu. Mais elle avait également été prise dans la tempête de la mort de Beaufort, entraînée dans quelque chose de beaucoup plus sombre qu'elle ne l'avait prévu. Et puis il y a eu Lorna Hastings, la nièce du curé. Jeune, impressionnable et dépassée par ses sentiments pour Beaufort, elle avait été un pion dans un jeu bien plus vaste. Son chagrin et sa confusion avaient en fait d'elle une cible facile pour la manipulation, mais elle n'avait jamais vraiment compris l'ampleur du danger qui l'entourait. Miss Marple avait senti la vulnérabilité dans les yeux de Lorna dès le moment où ils avaient parlé, et même si elle avait soupçonné l'implication de Lorna dans Beaufort, ce furent les actions de ceux qui étaient les plus délibérés dans leurs ambitions qui avaient véritablement ouvert la voie au meurtre. Les dernières pièces étaient tombées en place lorsque Cray avait avoué, le visage pâle et brisé. Ce n'était pas que Miss Marple avait nécessairement douté de lui, mais il était toujours crucial de voir les actions finales d'une personne en crise. Et Cray, dans ses derniers instants de clarté, avait avoué non pas à cause du poids des preuves, mais parce qu'il avait cru que la vérité serait enterrée avec lui. Et pourtant, comme toujours, ce n'était pas le crime lui-même qui intriguait Miss Marple, mais les motivations humaines qui le sous-tendaient, les émotions enchevêtrées, les égos fragiles, le besoin désespéré de s'accrocher à ce qu'il craignait de perdre. Le meurtre n'est pas né uniquement du mal, mais souvent de la peur et du désir, de l'obscurité d'un cœur peu disposé à lâcher le contrôle. Alors que Miss Marple était assise tranquillement, son tricot étant pour le moment terminé, on frappa à la porte. Elle savait de qui il s'agirait, bien sûr, avant même de se lever pour répondre. « Mademoiselle Marple », vint la voix de l'inspecteur Craddock, ses manières formelles, mais teintées d'une note de gratitude. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, inspecteur, » dit Miss Marple, lui faisant un sourire chaleureux en ouvrant la porte. « Que puis-je faire pour toi ?» Craddock entra, son manteau légèrement froissé à cause de l'air vif du matin. « Je voulais vous remercier personnellement pour votre aide. Nous n'aurions pas découvert la vérité sans vos observations approfondies. Vous avez prouvé une fois de plus qu'il n'y a pas de détails trop petits pour être négligés. » Miss Marple rit doucement en s'installant dans son fauteuil. « Je ne fais qu'observer, inspecteur. Ce sont les gens autour de moi qui font le lien. » Craddock sourit, même si son expression restait grave. « Oui, eh bien, le village a été ébranlé, cela ne fait aucun doute. Mais d'une certaine manière, c'est aussi un soulagement. La vérité éclate, et les coupables seront traduits en justice. Chipping Moss retrouvera son rythme normal, pour le meilleur ou pour le pire. Vous avez peut-être raison, dit pensivement Miss Marple, mais la vérité a toujours le moyen de changer les choses. Pas seulement pour les coupables, mais pour ceux qui pensaient comprendre le monde qui les entoure. Craddock hocha la tête. Je ne manquerai pas de transmettre le rapport final au magistrat cet après-midi. C'est une affaire aussi claire que j'en ai vu depuis un moment. Plus de détails en suspens. Miss Marple sourit légèrement. Il y a toujours des détails en suspens, inspecteur. C'est juste que certains sont plus difficiles à voir que d'autres. Alors que Craddock se tournait, pour partir, les pensées de Miss Marple revinrent aux villageois. Chipping Moss avait traversé une épreuve, mais avec le temps, la vie continuerait. Le cycle des potins et des festivités reprenant comme toujours. C'était la nature des petites villes, mais sous la surface, les choses avaient changé. Les relations entre les villageois, leur perception les uns des autres, et leur compréhension de la fragilité de la confiance. Craddock s'arrêta devant la porte et se tourna vers Miss Marple. « Je suppose que je vous reverrai, Miss Marple. Je suis sûr que nous aurons de vos nouvelles à l'avenir, comme toujours. » Miss Marple sourit. « J'en suis sûr, inspecteur. Je suis toujours heureux de vous aider, si nécessaire. » Il hocha la tête et partit, et Miss Marple retourna à sa chaise, son regard posé sur les flammes vacillantes du feu. L'affaire a duré longtemps, et les conséquences pour les villageois ont été lourdes. Mais comme toujours, la vérité avait fait son chemin jusqu'à la surface. Elle avait été ensevelie sous les mensonges et la tromperie, mais comme l'eau,
elle trouvait toujours un moyen de s'infiltrer à travers les fissures. Le village était désormais calme, son cœur reprenant lentement son rythme paisible. Miss Marple éprouva un profond sentiment de satisfaction. Il y avait toujours plus à découvrir, plus à comprendre, et c'était, elle le savait, la raison pour laquelle elle ne cesserait jamais d'observer, de chercher la vérité, parce qu'en fin de compte, c'est la vérité qui a tout mis en mouvement, qui a dénoué les nœuds de la suspicion et de la peur et qui a ramené la paix. Le feu crépitait doucement, la pièce était chaude et calme, et Miss Marple, contente de son calme, se rassit dans son fauteuil, prête à affronter tout ce que le prochain mystère pourrait lui apporter.